Bonjour à tous, alors voilà, maintenant nous étions tout à l'heure sur la Grand Place, maintenant nous sommes dans la magnifique cour de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Voilà, comme vous le voyez derrière moi, un bâtiment assez exceptionnel. Je suis content de pouvoir vous faire visiter ce bâtiment de l'intérieur, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous le connaissez de l'extérieur, mais finalement peu d'entre vous avaient l'occasion de rentrer dedans. Et pour ceux qui ont l'occasion d'y rentrer, c'est souvent uniquement dans la salle des mariages. Alors comme tout à l'heure, je vais laisser mon cher collègue et néanmoins ami Olivier pour m'aider pour cette vidéo. Voilà, je lui transmets la vidéo. Voilà. Hop. On va y arriver. Les aléas du direct, comme on disait. Alors, dans ce bâtiment, il y a pas mal de choses et ça commence déjà à l'extérieur. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'avait pas affaire à un bâtiment, on avait affaire à deux bâtiments. Ça, c'est du côté de la Grand Place. En fait, pour être exact, nous avons affaire à trois bâtiments. L'Hôtel de Ville, c'est justement l'assemblage de trois bâtiments. Un premier qui date de 1402 et c'est assez facile. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ici, vous le voyez, il y a des dates. Les dates, on les retrouve. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, voilà, vous les retrouvez là. Vous voyez, c'est assez facile. 1402, ça c'est toute la première aile, une aile en L qui est construite tout au départ. Ici, oui, là on est déjà sur l'aile la plus récente. Ensuite, suivez-moi. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la construction du porche, voilà, qui est l'entrée officielle à l'époque, à l'origine, au XVe siècle. Et 42 ans plus tard, on construisait la deuxième aile. Elle est là, voilà. Je disais 1444, vous le voyez ici. Et je vous avais parlé aussi du bombardement de Bruxelles en 1695. Ici, à l'arrière de l'Hôtel de Ville, se trouve à l'époque la halle aux draps. Ce sont les drapiers qui n'ont pas d'un bâtiment sur la Grand Place. Eux, ils ont un très large bâtiment qui se trouve à l'arrière. Ce bâtiment est totalement bombardé, totalement démoli après le bombardement. Et en fait, eux ne vont pas reconstruire. C'est le duché de Brabant qui va racheter leur terrain et avec l'ambition d'y construire en fait un conseil, le premier conseil souverain pour le duché de Brabant. En fait, tout le bâtiment que vous voyez à l'arrière, ça peu de gens le savent, en fait, ça n'est pas l'Hôtel de Ville de Bruxelles, c'est le conseil souverain pour le duché de Brabant et qui s'accole à l'Hôtel de Ville d'origine. Et à l'intérieur, ça se voit avec des différences de niveau. En fait, on est sur une partie beaucoup plus récente, façon de parler, puisqu'elle date quand même de 1715, on le voit là-bas de nouveau sur le trottoir à 1717 et avec des parties encore beaucoup plus récentes qui datent du 19e siècle à l'intérieur. Alors, cette cour est assez originale aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'y atteler. Vous êtes certainement déjà venu dans cette cour, mais il y a pas mal de choses intéressantes. D'abord, cette étoile, qui somme toute est juste un dessin pour certains. En fait, le pavé rond qui se trouve là, c'est le point zéro de Bruxelles. Donc quand on dit qu'on est à 5 km de Bruxelles, ça se calcule à partir d'ici. Voilà. À Paris, c'est sur le parvis de la cathédrale de Paris. Ici, c'est dans la cour de l'Hôtel de Ville. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on ne sait pas comment ils l'ont fait. Au XVe siècle, en fait, le méridien de Bruxelles passe ici, juste ici, dans cette étoile. Et on ne sait pas comment ils ont pu le calculer à l'époque. Aujourd'hui, on le calcule avec des satellites, donc on se demande. Autre détail assez amusant pour ceux qui aiment l'Italie, on a peu de liens historiques avec l'Italie, néanmoins, cette cour, si vous regardez le dessin un peu étonnant, comme ça, en ovale, en fait, c'est une reproduction de la cour du Capitole à Rome. Si vous regardez les pièces de 50 cents italiennes, ça, il faut vraiment en avoir déjà avec soi, eh bien, sur les pièces de 50 cents italiennes, vous avez d'ailleurs la reproduction de cette cour du Capitole. Alors, il y a des différences quand même, hein. Bon, on n'est pas le Capitole d'abord. Au Capitole, il y a une statue équestre au milieu. Nous, on n'avait pas une statue équestre, alors on a mis un pavé pour le point zéro. Et dans la cour du Capitole, je crois qu'il y a deux statues je crois que c'est Léonard de Vinci ou je ne sais plus quoi. Nous, on n'avait pas ça. Donc, on a mis la Meuse et l'Escaut, voilà, qui maintenant refonctionnent. Pendant longtemps, l'Escaut ne fonctionnait plus. Non, c'était la Meuse qui ne fonctionnait plus, donc on avait arrêté l'Escaut par solidarité. Mais lorsque j'étais échevin du patrimoine, on les a fait restaurer et on est très heureux de nouveau que ces belles fontaines fonctionnent à nouveau. Petit détail d'ailleurs, il existe une autre fontaine qui se trouve à l'intérieur, la seule fontaine intérieure que possède la ville de Bruxelles, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, à l'entrée, dans ce qu'on appelle la belle entrée, l'entrée des ambassadeurs qui se trouve par là. Mais j'espère avoir l'occasion de vous la montrer tout à l'heure. Alors, suivez-moi, on rentre dans le bâtiment pour découvrir ce que sont ces différents bâtiments et comment aujourd'hui l'Hôtel de Ville s'est constitué. Petit masque pour l'occasion, quelques instants,
Voilà, donc ici nous sommes dans l'entrée des visiteurs, l'entrée classique, l'occasion de vous montrer une entrée assez normale avec voilà, un tableau pour les personnes qui sont décédées, quelques affiches qui reprennent en fait la situation à l'occasion de la Première Guerre mondiale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Adolphe Max, qui était bourgmestre à l'époque, à partir de 1909 jusqu'en 1939, est un authentique héros bruxellois. Adolphe Max, c'est vraiment quelqu'un qui, de son vivant, était un monument politique. Il faut savoir que Adolphe Max, on connaît tous le boulevard Adolphe Max dans le centre-ville, eh bien, Adolphe Max, de retour de la Première Guerre mondiale, donc il a refusé de suivre les consignes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Il a été donc enfermé par les Allemands, ainsi que Lemonnier et encore d'autres échevins de Bruxelles. Il revient comme une véritable star à Bruxelles. Aujourd'hui, on dirait une star, hein, vraiment un car-star, comme on dirait à Bruxelles aussi. Il reçoit un boulevard à son nom. Ça, c'est tout à fait unique. Donc, il revient, et en 1920, vous imaginez, donc, il restera bourgmestre pendant encore 19 années, jusqu'à son décès. Et donc pendant 19 années, il aura le plaisir d'aller se balader sur un boulevard à son nom, c'est quand même pas mal. Alors ici, on est dans une pièce un peu à part, ça s'appelle la Galerie des Souverains. En fait, c'est un couloir un peu large, mais comme son nom l'indique, qui reprend en fait les différents tableaux des grandes périodes, voilà, sur lesquelles nous avons été dirigés. Donc on reprend évidemment le dernier de la série, Léopold Ier, qui est voilà, le premier des Saxe-Cobourg. Voilà, vous voyez, l'hôtel de ville est un bâtiment qui vit. Juste avant, nous avons un beau tableau du roi des Pays-Bas, donc Guillaume Ier d'Orange. On a Bonaparte, évidemment, Bonaparte qui nous a aussi envahis. Et même si ça se trouve derrière les panneaux, on voit un tableau de Joseph II qui a aussi eu voilà, pas mal d'influence sur nos régions. Et là, on a vraiment la période autrichienne, une période autrichienne assez longue. Voilà. Ici également, le prince Charles de Lorraine qui a une énorme influence sur nos régions, puisque Charles de Lorraine était justement en charge de Bruxelles, était le gouverneur de Bruxelles au moment où il y avait un énorme renouveau dans Bruxelles. Il est à l'origine notamment du quartier royal. Voilà, donc on est très heureux de l'avoir là, on a une certaine fierté d'ailleurs. Petite parenthèse, ici, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui a eu, je crois, 16 enfants. La dernière, c'est Marie-Antoinette. Elle a pu placer à peu près tous ses enfants sur les trônes d'Europe. On l'appelait d'ailleurs la grand-mère de l'Europe. Hein, voilà. Et derrière son côté débonnaire, c'est une femme extraordinaire. Vraiment, ça vaut la peine de découvrir. Je ne vais pas vous faire le descriptif, mais ça vaut la peine de découvrir son œuvre et sa vie. C'était une féministe avant l'heure. Elle a fait énormément. Et heureusement qu'on a des femmes comme ça, parce que c'est vraiment une vraie fierté voilà, qu'elle ait pu gérer aussi en partie nos régions. Je trouve que c'est important de le dire. Ici, on a des personnes d'une période allemande. Ici, c'est les surintendants du roi. Alors, ça peut paraître anecdotique, le tableau n'est pas extraordinaire, mais en soi, mais ce sont les surintendants qui viennent visiter, avec les receveurs de l'enregistrement, qui viennent visiter, à l'époque, le canal. Les bourgmestres de Bruxelles, je vous en parlais tout à l'heure, les bourgmestres de Bruxelles, dont notamment Jean de Locanguien, décide en 1561 de construire le canal de Bruxelles. Alors au départ, Bruxelles, c'est une ville avec une toute petite rivière, la Seine, qui est à peine navigable, et donc on décide de faire un vrai canal, le canal de Willebroek, qui viendra jusqu'à Bruxelles et qui va vraiment permettre de développer énormément la vie économique. Aujourd'hui encore, Bruxelles est un port de mer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tonnages particulièrement importants jusqu'à Bruxelles, jusqu'au port et à l'avant-port de Bruxelles. Donc on peut avoir des bateaux jusqu'à 130 mètres de long qui viennent, donc ça vous donne un peu une idée de l'ampleur, et ça permet d'avoir jusqu'à 10 000 camions par an en moins sur les routes bruxelloises, donc c'est pas une anecdote. Donc déjà à l'époque c'était intéressant, et en plus ça rapporte beaucoup d'argent. Ici une petite anecdote également sur Charles II, qui était roi d'Espagne. Voilà, si vous voyez, il a une tête un peu... on a l'impression qu'il est un peu malade. Alors, son surnom, c'était Charles le Fou. Alors, pour quelqu'un normal, il a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et 16 arrière-grands-parents. Lui, il n'en avait pas 16, il en avait 6. Donc, il s'était un peu beaucoup marié en famille.
Donc voilà, c'est peut-être pas étonnant qu'il ait un ton, un teint pas tout à fait net. Voilà, il était un peu, voilà, un peu trop d'inceste, on va dire. Alors, je vais vous emmener dans une autre salle bien connue de l'hôtel de ville. C'est évidemment la salle traditionnelle du conseil communal. Et comme je vous disais, ici, nous sommes dans la partie récente de l'hôtel de ville, puisque c'est la partie du conseil souverain pour le duché de Brabant. Voilà, avec juste derrière moi d'abord, déjà, ce qu'on appelle la galerie Granger. Pas un Granger, hein, c'est Granger, Monsieur Granger qui a fait cette décoration. Comme vous voyez, c'est très décoré à l'intérieur. Et par contre, à l'extérieur, il n'y a pas de statue, il n'y a rien. Des murs tout simples. Vraiment une décoration vraiment à profusion. Et je vous parlais tout à l'heure du bombardement de Bruxelles, puisque Bruxelles a été bombardée par les Français en 1695, ce qui ne nous empêche pas, on ne leur en veut pas, on n'est pas, voilà, d'avoir appelé ça l'aile française. Vous voyez, comme quoi on n'est vraiment pas très... voilà. J'espère que vous me suivez, voilà, toujours. Je vais passer dans la salle du conseil communal. Pardon, petit détail, en éclairant, ça sera plus facile, désolé. Voilà, sorry. Ah. Quand je disais qu'on allait aller voir jusque les détails les plus, voilà, les plus précis. Ah, ça, c'est pas l'époque, ce sont les interrupteurs. Voilà. Voilà. Désolé. Si on veut vraiment bien voir, ce sera plus facile. La salle du conseil communal, donc historiquement, l'ancienne salle pour là où en fait se passaient les réunions pour le conseil souverain pour le duché de Brabant. Donc c'est d'ici, c'est pas anodin aussi, c'est d'ici qu'on dirigeait l'entièreté du Brabant. Il faut imaginer que le Brabant, à l'époque, c'est pas rien, hein, c'est pas uniquement le Brabant wallon, le Brabant flamand. Il faut savoir que le duché de Brabant, à l'époque, ça remonte jusqu'à Hertogenbosch, donc Bois-le-Duc, c'est le Nord-Brabant, aux Pays-Bas hollandais, voilà. C'est Anvers, deuxième ville du Brabant, important aussi, et d'ailleurs je vais vous le montrer, deuxième ville du Brabant. C'est pour ça qu'Anvers n'est constitué que d'une partie de l'Escaut en face, de l'autre côté de l'Escaut, c'est la Flandre. À l'époque, Anvers, c'est la deuxième ville du Brabant. Donc, n'en déplaise à Bardewever, et en fait, il n'est pas flamand, il est brabançon. Ça, c'est l'histoire qui parle. Par ailleurs, troisième ville du Brabant, c'est Leuven. Voilà, ça c'est très important de le dire. Et on le voit ici, c'est d'ici qu'on dirigeait donc les trois plus grandes villes du Brabant. Et je disais Hertogenbosch qui était la quatrième, elle n'est pas représentée ici. Je vous encourage peut-être à venir, voilà, viens ici Olivier, comme ça on va pouvoir voir un petit peu au milieu de la salle, l'occasion de le découvrir ici. Cette salle, elle n'est pas anodine, hein, c'est une salle extraordinaire, elle est décorée d'une façon incroyable. Vous voyez, les tableaux du sol au plafond, c'est incroyable. Le parquet est exceptionnel. Les tableaux au plafond sont exceptionnels. Ici, vous avez une peinture qui représente l'Assemblée des dieux. Voilà, qui, au dire de l'auteur, serait, et je mets des guillemets, serait supposée inspirer les décisions qui seraient prises en dessous. Il faut le dire vite parce que de temps en temps, je vous assure que les débats ne sont pas toujours à la hauteur des dieux. C'est plutôt voilà, assez ras des pâquerettes, mais bon, malheureusement, on a les débats en fonction des élus et on n'a pas toujours des débats qui soient à la hauteur, mais bon, voilà. On a essayé d'inspirer les personnes avec une salle qui est tout à fait exceptionnelle. Je pense que peu de salles de conseils communaux en Belgique sont aussi bien décorées, aussi richement décorées. Vous le voyez, il n'y a pas un détail qui n'est pas soigné. Il y a de l'or partout, il y a des décorations, il y a des tapisseries. C'est d'ailleurs mieux encore qu'un tableau, c'est une tapisserie. Alors, petite parenthèse sur les tapisseries. Je vais peut-être commencer par celle qui est la plus loin. Ici, ce sont trois tapisseries très importantes parce que ce sont trois tapisseries qui représentent les trois moments de pouvoir. Et c'est important. Alors pourquoi je vous décris les tapisseries ici? Ça peut sembler un peu bizarre. Ce sont des tapisseries de Bruxelles. Je vous montrerai tout à l'heure la signature. Les tapisseries de Bruxelles sont considérées comme les plus belles du monde. Voilà. Et étonnamment, ça n'est pas à Bruxelles qu'on a la plus grande collection, mais c'est à Cracovie. Voilà, si vous allez un jour au Palais Royal de Cracovie, vous allez voir une collection exceptionnelle. Souvent, on a tendance à parler de tapisseries flamandes, c'est faux, ce sont des tapisseries de Bruxelles, c'est important. Voilà, Bruxelles-Brabant. Voilà. Et trois moments de pouvoir, on est dans une salle de pouvoir ici. Le premier, c'est Philippe de Bourgogne en présence des États de Brabant. Et là, on a vraiment une vraie représentation, c'est très très symbolique. Voilà.
même si ça ne représente pas la réalité, on essaie de donner une image forte avec voilà, des personnes qui représentent le pouvoir. Je vais peut-être montrer la deuxième tapisserie, pour commencer par là. La deuxième tapisserie qui représente l'abdication en fait, de Charles Quint. On l'oublie parfois, mais Charles Quint avait... À l'époque, on ne parlait pas vraiment de capitale, mais la ville principale, là où il a passé le plus clair de son temps, c'est à Bruxelles. Il a passé beaucoup de temps en Espagne, beaucoup de temps à Gand, beaucoup de temps un peu dans toutes ces provinces, mais le principal de son temps, aujourd'hui, on a un peu séquencé toute sa vie et on sait que c'est à Bruxelles, et c'est d'ailleurs à Bruxelles qu'il a choisi d'abdiquer en 1555, donc c'est aussi très important, et c'est un moment important à Bruxelles, c'est une ville qui compte à l'époque. Hein. Charles Quint, c'est un souverain qui compte très fort. Donc aujourd'hui, quand on vient dire Bruxelles, comment elle peut se permettre d'être la capitale de l'Europe, elle est trop petite, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, et jusqu'en 1731, au moment où le palais des ducs de Brabant au Cordenberg brûle, Bruxelles est une ville extraordinaire, une ville incroyable, où tous les souverains viennent s'y retrouver. Peut-être n'aurions-nous pas perdu cette aura si ce palais n'avait pas brûlé à l'époque. Mais ça, nul ne le saura jamais. Voilà, peut-être que c'était une bonne chose finalement. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui le beau quartier royal qu'on connaît. Mais ça aurait été certainement très différent. Le troisième tableau, malheureusement, on ne le découvre pas. Il est derrière ici. C'est l'inauguration de l'empereur Charles VI. De nouveau, une vraie tapisserie, belle tapisserie de Bruxelles. Et alors pourquoi je voulais vous le montrer? Voilà. C'est un petit détail, mais comme ça, vous mourrez moins idiot. Hein, le petit bébé, qui ne signifie évidemment pas Brigitte Bardot, mais Bruxelles-Brabant, avec les armes historiques ici de Bruxelles, puisque à l'origine, ça n'était pas un Saint-Michel, c'était juste un blason qui était rouge. Voilà, rouge écarlate. Et le rouge n'étant pas le rouge socialiste, en fait, puisque à l'époque, n'en déplaise aux socialistes, le rouge, c'était la couleur de la noblesse. D'ailleurs, pour ça que vous retrouvez le Sénat, qui est tout en rouge, c'était la haute chambre. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les interprétations changent complètement. Voilà. Comme quoi, il faut voir les choses avec un peu de recul. Je vous parlais tout à l'heure des trois grandes villes du Brabant. Alors, je vous parlais de Anvers, voilà, deuxième ville du Brabant. Et ici, on retrouve la représentation allégorique d'Anvers. C'est une ville de commerce, c'est une ville, voilà, qui est un port. Et donc, on retrouve les armes d'Anvers là au-dessus, et on retrouve évidemment les symboles évidemment de la bourse ici. Voilà, c'est le symbole du commerce. C'est une ville qui est extrêmement riche, justement, grâce à son port. Et aujourd'hui encore, on sait à quel point ça fonctionne. Mais donc, la province d'Anvers, historiquement, faisait partie du Brabant et était dirigée d'ici. Première ville, évidemment, du Brabant, je le disais tout à l'heure, évidemment, Bruxelles. Bruxelles, à l'époque, ville garnison. Il y a beaucoup de casernes, de garnisons. Bruxelles est une ville protégée parce qu'elle est une capitale, donc elle est un symbole. Aujourd'hui, la plupart de ces casernes ont disparu, mais elle a un très riche passé militaire. Et donc, Bruxelles, avec cette représentation de la ville protégée avec une lance. Et vous voyez ici un petit personnage. Donc, on retrouve là au-dessus le symbole de Saint-Michel. Saint-Michel qui ne terrasse pas le dragon, mais qui le maîtrise. Voilà. C'est Saint-Georges qui terrasse le dragon, et Saint-Michel, lui, maîtrise le dragon. Donc c'est justement, c'est comme ça qu'on retrouve le Saint-Michel, d'ailleurs, dans toutes les religions. Saint-Michel, en fait, c'est le bien qui réussit à maîtriser le mal. Voilà. Mais le mal risque toujours de revenir, donc on ne le tue pas. C'est très rare, d'ailleurs, qu'on trouve les représentations allégoriques où Saint-Michel tue le dragon. C'est pour la petite parenthèse. Voilà. La troisième ville, j'en parlais, c'est Louvain, Leuven. Voilà. La ville de la connaissance. Le livre, la flamme de la connaissance, et on voit les armes de Louvain, Leuven, comme je le disais tout à l'heure, très importante aussi, parce que non seulement c'est une des plus anciennes universités d'Europe, mais c'est le nom d'origine des ducs de Brabant, comme je le disais tout à l'heure, puisque ici, c'était les comtes de Louvain qui deviennent ducs de Brabant en s'installant à Bruxelles. Nous sommes, je le disais aussi, dans la salle du conseil communal. Alors je vous encourage à venir ici pour avoir une autre perspective, celle qu'on ne voit pas souvent, la perspective du pouvoir, la perspective du bourgmestre et des échevins. Alors ici, nous sommes dans ce lieu où on le voit, voilà, je suis juste derrière l'endroit où, quand nous avons le conseil communal, le bourgmestre s'installe, il est là, au milieu, il trône au milieu de la salle. Nous sommes dans une salle dite à l'anglaise où majorité et opposition se font face.
C'est une situation un petit peu particulière. Partout, ça n'est pas comme cela. Parfois, dans les groupes politiques se mélangent. Ici, c'est un mobilier urbain, un mobilier qui a été fait à l'intérieur au XIXe siècle pour permettre d'aménager cette salle qui n'était évidemment pas du tout aménagée comme cela précédemment. Et donc, vous voyez, de part et d'autre, en arc de cercle, nous avons les différents échevins. Donc là, nous avons les écolos et Défi. De l'autre côté, nous avons le PS, puisqu'ils sont tous membres de la majorité. De ce côté-là, dans l'opposition, nous avons en premier les libéraux, le groupe libéral qui se trouve ici, avec maintenant un certain nombre d'élus. Ensuite, nous sommes maintenant 8. Nous avons le groupe CDH, à qui il reste un élu, et un élu également pour le CDNV. Et ensuite, le groupe PTB, qui était composé à l'époque de 6 membres. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 3, puisque 3 autres ont quitté, sont devenus indépendants. De l'autre côté, voilà, du côté de la majorité, nous avons le groupe PS, qui est largement majoritaire aujourd'hui, et le groupe Écolo qui continue, avec quelques membres de Défi également. Ils sont peu nombreux, mais font également partie de la majorité. Vous voyez, donc cette salle est tout à fait exceptionnelle, c'est tout à fait unique, et c'est important de comprendre comment elle fonctionne. Voilà, c'est un fonctionnement du conseil communal classique, mais vous pouvez venir assister à cela, donc n'hésitez pas. En principe, c'est un lundi sur 2, voilà, à partir de 16h, pour ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, mais qui veulent découvrir néanmoins le fonctionnement. Cela est possible aujourd'hui de le découvrir par Internet. Donc on peut se connecter aux caméras qui se trouvent ici, à certains endroits. Malheureusement, ça gâche un petit peu la vue pour la décoration, mais ça permet de comprendre aussi comment fonctionne un conseil communal, et je vous y encourage. Vous voyez que plus récemment, on a rajouté d'autres types d'éclairage. Là, je ne les ai pas mis en fonctionnement, mais ça vous permet de voir qu'on essaie d'adapter les choses dans une salle, somme toute très ancienne, mais à laquelle nous tenons beaucoup. Alors, comme j'entends qu'il y a une réunion dans la salle maximilienne, voilà, la salle maximilienne, c'est la salle du collège. C'est là où, chaque semaine, le bourgmestre et les échevins se réunissent autour d'une grande table, une table très très prestigieuse, et prennent toutes les grandes décisions de la ville. Voilà. Nous, conseil communal, nous ne sommes finalement que le parlement de la ville. On avalise les décisions ou on les refuse qui sont prises par le collège. Donc le collège qui correspond un peu au gouvernement, le bourgmestre étant à ce moment-là le premier ministre et les différents échevins, les ministres des finances et des différentes fonctions en fonction. Voilà. Donc ici, je vous parlais de la galerie rangée. On retrouve à la fois des tableaux et des bustes. Voilà. On retrouvait le buste de Léopold II, son épouse, et ainsi de suite. Et on trouve évidemment un peu deux lectures, puisque nous avons ici un beau tableau, par exemple, de Philippe II, qui était roi d'Espagne. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Et il y a beaucoup de symbolique derrière ça. C'est très beau, on retrouve leur blason, les détails, différentes choses. Voilà. Il y a énormément de détails. On a vraiment soigné la décoration ici lorsque ce bâtiment a été fait. Je vous disais tout à l'heure que toute la Grand Place avait été refaite en 5 ans à peine. Eh bien, ici, pour cette partie-ci, il a fallu plus longtemps, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure à l'extérieur, on a commencé la reconstruction en 1715. Donc déjà à l'époque, comme ça pourra rassurer certains, les pouvoirs publics n'étaient déjà pas très rapides. Là où les privés ont reconstruit en 5 ans à peine l'entièreté de la Grand Place, et bien ici, il a fallu attendre 20 ans. 20 ans, entre 1695 et 1715, donc 20 ans avant qu'il y ait une reconstruction complète. Donc ça rassurera certains que, vous voyez, les pouvoirs publics, ça n'est pas neuf, qu'ils prennent un peu plus de temps que les privés. Voilà, ici, un autre, Charles II, qui lui aussi avait un peu trop de mariage en famille, un peu trop de consanguinité. On voit qu'il a l'air un peu malade, et vous reconnaissez peut-être le menton un peu prognate qu'avait également Charles Quint, puisque, voilà, c'est la descendance directe. Voilà. Donc, ici, nous allons rentrer dans l'antichambre du bourgmestre. Malheureusement, il ne sera pas possible de visiter le cabinet du bourgmestre, qui lui est exceptionnel, tout à fait doré, complet, avec des cartes magnifiques anciennes. Mais en tout cas, voir l'antichambre du bourgmestre, c'est assez exceptionnel déjà. Donc, je vous y encourage. Bonjour. Alors ici, donc, comme je dis, l'antichambre, avec des tableaux assez uniques. Les tableaux de Jean-Baptiste Van Moer. Jean-Baptiste Van Moer, c'est un artiste bruxellois, authentiquement bruxellois, qui commence à peindre durant la deuxième partie du XIXe siècle. Et pour ces tableaux-là, il fait en fait des petits croquis. Il fait des petits croquis en 1869, 1870. Et puis il part. Il part pendant 2 années en Toscane. Et il faut savoir qu'en 1870, juste après son départ, on commence la démolition de tout le centre-ville. Tous les tableaux que vous voyez ici autour, ce sont des représentations de la Seine.
la Seine dans le centre-ville de Bruxelles. On la voit avec les petits ponts, les petits passages, etc. Ça ressemblerait pour certains à Bruges. Bon, malheureusement, on l'oublie, c'est un égout à ciel ouvert, donc ça pue, ça apporte évidemment énormément de maladies, de problèmes dans le centre-ville et de pauvreté aussi. Hein. Ce sont des quartiers très populaires. Une des raisons pour lesquelles on décide de tout démolir, parce que c'est même un foyer d'insurrection. Bruxelles a peur que le centre-ville fasse une révolte et que ça démarre du centre-ville. Et donc c'est une occasion. Donc quand on crée les boulevards du centre, on décide de mettre la Seine en sous-sol. Et donc on le fait. Ce que vous voyez là, les tableaux que vous voyez là, ce sont des tableaux qui sont faits juste avant. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que donc Jean-Baptiste Van Mour, il s'en va, et alors que quand il revient, la Seine est déjà en sous-sol et on a commencé à construire les boulevards du centre, eh bien, on lui demande, on va le voir et on lui dit « Mais tiens, au fond, tu as fait des croquis, c'était pas mal, est-ce que tu veux en faire des tableaux ?» Et c'est ce qu'il a fait ici. Donc, quand il en fait des tableaux, vous voyez, les tableaux datent de 1873, 1872. En fait, en tant que tel, la Seine n'existe plus, elle n'est plus en surface. Ici, par exemple, ce tableau-là est intéressant parce que c'est à l'époque ce qu'on verrait si on était à la hauteur de la Bourse. Voilà. À la hauteur de la Bourse, on aurait vu ça. Derrière, dans le fond, vous voyez la flèche de l'hôtel de ville. Eh bien, donc on a l'impression de voir quelque chose d'assez unique. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout l'image aujourd'hui. Si vous allez à la Bourse, c'est un petit peu moins, il y a un petit peu moins d'eau. Voilà. Mais donc, voilà. Deux petites parenthèses encore. Je parlais du cabinet du bourgmestre qui se trouve ici. Cabinet du bourgmestre tout à fait exceptionnel, une salle incroyable qui a toujours été un lieu de pouvoir pour justement les gouverneurs de Bruxelles, les personnes qui ont dirigé Bruxelles, notamment quand c'était le duché de Brabant ici, et une autre salle qui a pris une fonction un peu malgré elle au XIXe siècle, derrière, qui est aujourd'hui le cabinet de la chef de cabinet du bourgmestre. Eh bien, en 1830, cette salle a été témoin d'un acte assez unique, puisque c'est dans cette salle-là, derrière, que s'est constitué le premier gouvernement provisoire de Belgique. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais un peu le dernier mohican par mon père en descendant des lignages. Ben, par ma mère, je suis descendant également d'un des membres du gouvernement provisoire, comme quoi vraiment le hasard fait bien les choses avec ce bâtiment. Voilà, j'ai un attachement tout particulier, mais donc c'est dans cette salle-là qu'a été constituée la Belgique, dans cette salle qui se trouve ici derrière moi. Et d'ailleurs, elle a été complètement redécorée, d'ailleurs, aux couleurs de la Belgique, avec des petits lions belges partout et quelques bustes également. Voilà. Alors ici, voilà, je vous emmène dans un des lieux que je préfère dans cet hôtel de ville, c'est l'entrée. Vous voyez, derrière moi, il y a un bel escalier, un escalier d'honneur, ce qu'on appelle l'escalier des ambassadeurs. Ça a été refait complètement au XIXe siècle par Jacques Delalin, un grand artiste bruxellois, qui était artiste et peintre, il a fait beaucoup de choses. Et c'était une bibliothèque anciennement. Hein. On a démoli la bibliothèque, on a construit en fait un escalier prestigieux pour permettre d'accéder à la salle gothique. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait plusieurs bâtiments. Ici, pour le moment, nous sommes restés dans la partie dite récente, la partie qui datait de 1715 à 1717. En fait, vous le voyez, ici, nous sommes toujours dans la partie de 1715, la partie la plus ancienne, et en une fois, si je traverse là, hop, j'arrive dans la partie de 1402. Voilà. Donc, il y a vraiment un vrai passage historique en fonction. Voilà. Nous étions sur la partie arrière, et c'est vrai qu'ici, il y a une belle vue, puisque je vois qu'on a laissé la fenêtre ouverte. C'est l'occasion de redécouvrir autrement la cour de l'hôtel de ville. Voilà. Vous le voyez, c'est plutôt sympa. Et ici, donc, on retrouve une décoration très, très riche. Justement, Bruxelles veut marquer le coup, veut montrer qu'elle a encore les moyens, et a beaucoup de moyens d'ailleurs au XIXe siècle. Et donc, vous le voyez, tous les bourgmestres de Bruxelles ont droit d'ailleurs à un buste, encore aujourd'hui. Donc, chaque bourgmestre qui a été en fonction a droit à un buste. Oui, Olivier? Et il est où le buste d'Yvan Mayer? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, il n'a pas encore été fait, mais la question devra se poser tôt ou tard. Est-ce qu'on le fait? Comment? Voilà. Est-ce qu'on fait un buste en chocolat? Ou est-ce qu'on fait comme tous les autres? Il faut le savoir, hein. Même les bourgmestres les plus contestés ont eu droit à leur buste. Il faut savoir qu'Adolphe Max
J'en parlais tout à l'heure, lui a été un vrai héros de son vivant, il n'y a eu aucun doute, il n'y a eu aucun problème évidemment pour lui faire son buste. 30 ans comme bourgmestre, on en parlait, un vrai héros de la Première Guerre mondiale, mais il y en a d'autres, je pense à à Hans Pach par exemple. Hans Pach, c'est lui qui a fait les travaux sur les boulevards du centre. Au moment où il les a fait, il était très très contesté. Voilà, c'était presque comme Yvan Mayer, après il a réussi à attraper le coup, mais ça a été plus difficile. D'autres, je pense au bourgmestre CDH, enfin PSC à l'époque, ça a été Demaret, qui lui aussi a été très contesté. Il a été bourgmestre pendant quelques mois seulement, mais il a eu droit à son buste. Il a derrière les tables, mais il y a eu droit. Alors, peut-être parce que ça vaut quand même la peine, je vais descendre avec vous quelques instants. Je vous avais parlé de la fontaine. C'est l'occasion de découvrir également les tableaux, les différents détails et cette décoration qui est très riche. Je trouve que cet escalier, il mérite d'être découvert ou redécouvert. Vous voyez, c'est par ici que passent d'ailleurs les mariés quand ils font les mariages en grande pompe. Ici, Émile de Motte, qui a laissé son nom notamment à une grande avenue bruxelloise. Mon préféré ici, Charles Bulls. Charles Bulls, c'est l'homme du patrimoine. C'est lui qui a défendu, qui a sauvé la Grand Place. C'est grâce à lui qu'elle est encore là. Voilà. D'autres moins connus, hein. Félix van der Straten, qui ne restera que 2 ans. Ici, Jules Anspach, comme j'en parlais, qui est un homme qui a fait beaucoup pour Bruxelles, puisque c'est grâce à lui que nous avons les boulevards du centre, mais très contesté en son temps. Ici, André Fontenas, voilà. On en a quelques noms qui sont connus. Et à Bruxelles, contrairement à d'autres communes qui font simplement des tableaux, ben à Bruxelles, on continue à faire, comme je disais, des bustes. Donc, c'est quand même assez sympathique, mais c'est pas le même prix, évidemment. Alors, on recommence et on continue ici avec Charles de Broekher. Charles de Broekher qui a une très très longue vie politique, et notamment à la ville de Bruxelles, mais il a été également au Parlement national. Voilà. Ici, le chevalier Weyns de Recourt, qui a été aussi pendant quelques années, et on continue avec Van Volksem ici, et le premier en 1830, il a été beaucoup de choses lui, c'est un homme assez étrange, il a vécu sur pas mal de révolutions, c'est Nicolas Roup. Nicolas Roup qui a donné son nom notamment à la place Roup, mais qui a été bourgmestre précédemment sous le régime napoléonien, et puis il a continué évidemment avec la réforme, etc. Et il a réussi à sauver sa place et à se faire réélire en 1830. Je vous parlais tout à l'heure de la fontaine. Pour le moment, elle n'est pas en fonctionnement, mais c'est celle-ci, la seule fontaine intérieure que possède Bruxelles, la ville de Bruxelles, voilà, un monument quand même assez extraordinaire. Vous voyez, voilà. Là, elle est éteinte, on a enlevé l'eau, mais c'est un monument que je trouve assez intéressant, donc fait au XIXe siècle. Voilà, ça vaut la peine de le découvrir. Je vous encourage à revenir avec moi en haut, et vous le voyez maintenant, on monte d'une façon, voilà, on voit comment les mariés montent lorsqu'ils viennent ici pour célébrer leur union. Et vous voyez les tableaux au-dessus, en dessous, derrière, c'est vraiment quelque chose de très complet. Voilà, avec quelques tableaux encore intéressants de 3 personnages connus à Bruxelles. Everard Serclas, dont on parlait tout à l'heure, le type dont on frotte le bras, mais dans une version un petit peu plus, où il n'est pas couché simplement, mais pour libérer Bruxelles. Au-dessus, Jean de Locanguien au milieu, c'est lui qui a initié en fait la création du canal de Bruxelles, qui a permis d'avoir énormément d'argent. Et celui qui lui a succédé juste après, qui est par là, Frédéric de Marcelard, en 1584. Frédéric de Marcelard, qui a été également bourgmestre et qui a été ensuite surintendant du canal. Donc là aussi, un travail énorme à une époque compliquée. Frédéric de Marcelard, qui a également contribué à la richesse de Bruxelles. Très important parce qu'à l'époque, vraiment, Bruxelles est une vraie ville de commerce. C'est une ville qui ne se bat pas. C'est une ville qui a simplement envie de vivre aussi bien que possible avec ses habitants. Voilà, c'est très terre à terre, mais c'est comme ça. Alors ici, entre-temps, je vous ai dit, on est passé d'une époque à l'autre, de 1715, donc début du XVIIIe siècle, au XVe siècle. Voilà, on a vraiment changé complètement et nous sommes dans la salle gothique. La salle gothique, c'est une des plus anciennes salles de l'hôtel de ville. C'est la grande salle, ça a toujours été la grande salle. Elle a beaucoup été modifiée. C'est ici qu'en 1846 a été notamment
créé le Parti libéral, le congrès du Parti libéral du 14 juin 1846, c'est ici. Voilà. Mais beaucoup d'autres événements, les mariages princiers, les mariages royaux, c'est ici. Ça n'est pas dans la salle des mariages, ce sont d'ailleurs les seuls qui ne se passent pas dans la salle des mariages. C'est ici parce que c'est la grande salle, c'est la salle de pouvoir, la salle de prestige. C'est ici qu'on a les événements, les congrès, les fêtes, les concerts, tous les événements pour quand la communauté flamande, la communauté française, etc. font leurs fêtes. C'est ici que ça se passe. Donc vous voyez certainement, vous reconnaissez sans doute les décorations, même si malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, on a fermé les tentures, donc c'est un petit peu sombre. Vous voyez, on reconnaît d'ailleurs pas mal de statues, des statues qui représentent soit des membres des lignages, donc des anciens échevins, soit des anciens membres des nations. Je vous parlais tout à l'heure des 9 nations, vous voyez, qui avaient également 7 postes au sein du conseil municipal, enfin l'ancêtre du conseil municipal. Ici, voilà, quand il y a des réceptions ou quoi, que éventuellement on doit prendre la parole, c'est ici que ça se passe, vous voyez, et on a une belle salle devant soi pour prendre la parole. Aujourd'hui, elle est mise un peu de façon étonnante, il doit y avoir une réunion probablement d'ici quelques jours, mais vous voyez, voilà, un petit peu les choses. C'est une salle qui est, elle aussi, même si nous ne sommes pas dans la salle, nous ne sommes pas dans les pièces historiques du duché de Brabant. Bruxelles, ça reste la capitale du Brabant, et donc on ne l'oublie pas, et donc vous avez des représentations du lion brabançon. Alors, à ne pas confondre avec le lion flamand. Le lion flamand, il est noir, le lion brabançon, il est jaune. Alors, j'aime taquiner nos amis flamands en disant un lion, ça n'est pas noir, un lion noir, c'est un chat à la limite, mais voilà, nous avons un lion jaune sur fond noir. Et d'ailleurs, la légende voudrait que c'était le comte de Flandre qui était jaloux du duc de Brabant et que le comte de Flandre aurait repris justement les armes du duc de Brabant et aurait inversé les couleurs. Donc vous voyez, quand les Flamands viennent avec un symbole de lion flamand, en fait ils prennent le symbole le plus belge qui existe, parce que presque toutes les provinces belges ont pour symbole le lion justement. Donc toujours amusant de voir que certains essaient de revenir sur l'histoire, mais le symbole le plus belge qui existe, c'est le lion, c'est la représentation en fait du lotier. Voilà, le lotier qui est l'ancêtre des provinces liées aux Pays-Bas et à la Belgique. Donc si vous regardez, aux Pays-Bas, il y a également un lion, au Luxembourg, il y a également un lion. Donc ce sont toutes ces provinces qui avaient pour symbole le lion. Et donc justement, on est très, très loin de ce que certains viennent nous raconter quand on entend, comme je disais, Bart de Wever nous dit que le lion flamand, c'est le symbole de l'indépendance. En fait, il prend le symbole le plus belge pour nous expliquer exactement l'inverse. Donc il y a parfois un peu de mécompréhension ou de volonté de tromper les gens, ça c'est selon. Ici, nous sommes dans l'entrée historique, la première entrée de l'hôtel de ville de Bruxelles, puisque c'est l'entrée, si on descend, c'est l'entrée de l'escalier des Lions. Donc tout à l'heure, nous étions sur la Grand Place, eh bien, il y avait sur le côté, je ne l'ai pas trop expliqué, il y avait un petit escalier avec entre deux lions, et ben, voilà, il était possible de passer par là, ça c'est l'entrée historique. Et quand nous avons constitué la cour, eh bien, dorénavant, nous rentrons principalement par la cour de l'hôtel de ville, mais historiquement, la première entrée, c'était ici, donc l'entrée de prestige. Donc on rentrait, il y avait une entrée par le bas et une entrée ici par au-dessus, donc vous voyez que ça a quand même de la gueule. Deux petits détails, parce que je trouve que c'est intéressant, je vais même dire 3. Tout à l'heure, je vous parlais de la charte et de la révolte de 1421. Là, on a un tableau pour la représenter. Vous voyez, la création des bourgmestres, vous voyez, on le voit ici, c'est inscrit, et avec le duc de Brabant, donc c'est Jean IV, qui vient pour calmer le jeu par rapport à la révolte qui est en cours. Ça, c'était un point important. Ici, certains prétendent, ce serait apparemment en albâtre, ce serait, mais je n'ai pas de confirmation, c'est difficile de lire, ce serait Evard Serclas, justement en armes, donc avec son épée et le bouclier. Donc ça donne une autre image que celui qu'on voyait tout à l'heure, qui est gisant, en train de mourir, donc c'est un peu autre chose. Donc vous voyez, on a vraiment des belles représentations. L'autre représentation est beaucoup plus tardive, c'est la représentation, tout ça est du 19e siècle bien sûr, c'est Marie de Bourgogne qui succède à son père et fait ce qu'on appelle une joyeuse entrée. Aujourd'hui, ça existe encore, hein, le principe existe encore, des joyeuses entrées, et donc elle jure d'observer les privilèges communaux. En gros, à l'époque, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de constitution, et les souverains arrivent dans une ville, sont acclamés par la population, et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Ok,